Pensez à un message codé, caché depuis 400 ans. Mais pas dans un vieux coffre, non, non. Il est là, à la vue de tous, dans un tableau, au cœur d'une petite chapelle, dans un village du sud de la France. Alors aujourd'hui, on va essayer de déchiffrer cette histoire ensemble. Alors tout commence par un nom, le nom d'un village, Hanau. Mais attention, pour bien se comprendre dès le début, il y a une petite subtilité. Là-bas, on le prononce Hanot. On entend bien le T à la fin. Voilà, ça y est, on est sur la même longueur d'onde. Parce que c'est là, dans la chapelle de ce village, qu'on trouve notre fameux tableau. Un grand retable, vous savez, la peinture qu'on met derrière l'autel. Et ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas juste une scène biblique, c'est bien plus que ça. C'est un vrai message de l'époque. Alors, la grande question, c'est que nous raconte-t-il vraiment? Allez, on y va, on plonge dans cette enquête. Première étape, le lieu. Notre histoire se passe dans la chapelle des pénitents blancs Notre-Dame de la Miséricorde. Oui, je sais, c'est un nom assez long, mais il est magnifique et il nous donne déjà un indice clé, les pénitents blancs. La chapelle, elle, est juste à côté de l'église principale. Mais la vraie question, c'est qui étaient-ils au juste, ces pénitents blancs? Et voilà, on y vient. Pour vraiment comprendre le tableau, la clé, c'est de comprendre qui l'a voulu, qui l'a commandé. Et la réponse, ce sont eux, les pénitents blancs d'Hanau. Ce sont eux qui ont, en quelque sorte, glissé leur propre histoire au milieu des coups de pinceau. Alors, une confrérie de pénitents au XVIIe siècle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut imaginer un groupe de laïcs. Ce ne sont pas des prêtres, ce sont des gens du village, des artisans, des notables, qui se regroupent dans une sorte d'association religieuse. Leur but, c'était vraiment de vivre leur foi au quotidien et de la rendre visible pour tout le monde. Et concrètement, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire faire des œuvres de charité, aider les pauvres, mais aussi, et c'est très visuel, organiser de grandes processions dans le village. C'est là qu'on les voyait, avec leurs grandes robes blanches à capuche, qu'on appelle des cagoules. Franchement, ils ne passaient pas inaperçus. C'était une force très importante dans la vie du village, à la fois socialement et spirituellement. Bon, maintenant qu'on a le contexte, qu'on sait qui sont ces fameux pénitents, retournons à notre pièce à conviction, le tableau. Parce que c'est là que les choses deviennent vraiment, vraiment intéressantes. Alors, première surprise, en regardant ce tableau de plus près, ce n'est pas une création 100% originale. En fait, c'est une copie. L'original, c'est une œuvre d'un grand peintre italien, Federico Barocci, qui a été peinte presque 100 ans avant. Mais, et c'est là que tout se joue, l'artiste français, François Mimmo, il n'a pas juste fait une photocopie, il l'a adaptée. Et c'est dans les changements, dans les adaptations, que se cache tout le message. Et comment on sait ça? C'est ça qui est génial. On a retrouvé le contrat, le document de commande daté du 25 octobre 1641. C'est écrit noir sur blanc, les pénitents, pour 100 livres, ils demandent à l'artiste d'ajouter 2 choses bien précises, un frère pénitent de chaque côté et le portrait du roi. Le premier ajout, il faut se rendre compte, est assez incroyable pour l'époque. Les pénitents se font carrément intégrer dans la scène. Hop, on les voit là, de chaque côté de la descente de croix avec leur tenue blanche. Ils ne se contentent pas de commander l'œuvre, ils s'invitent dedans. C'est une façon de dire, nous, la communauté d'Hanau, on fait partie de cette grande histoire sacrée. Et le deuxième ajout, alors là, c'est carrément politique. Au premier plan, à genoux, en prière, qui on voit? Le roi, Louis XIII. En 1641, on est en plein dans une période où le pouvoir du roi devient de plus en plus fort, de plus en plus centralisé. Donc mettre le roi dans ce tableau, c'est un message très fort. C'est un acte de foi, oui, mais c'est aussi un acte de loyauté politique. C'est une façon de dire, nous, à Hanau, on est avec le roi de France. Et ça, dans une région comme la Provence, qui pouvait être un peu turbulente, ça avait son importance. Mais l'histoire de ce tableau ne s'arrête pas là, une fois qu'il est peint et accroché. Pas du tout. C'est aussi l'histoire d'un survivant, une œuvre qui a traversé les siècles non sans mal. Voyons un peu son parcours mouvementé. Alors, regardons cette chronologie. Créé en 1641, et puis, quelque temps après, catastrophe. Un maçon, un dénommé Galotti, abîme la peinture en travaillant sur la voûte juste au-dessus. Imaginez la scène. Il faut attendre 1838 pour une première grosse restauration. Puis le temps passe, et en 1988, reconnaissance suprême, il est classé monument historique. Et juste après, en 89, une restauration moderne vient le sauver pour de bon et lui redonner toute sa splendeur. Alors voilà, on arrive au point essentiel. Ce n'est pas juste une copie. Ce serait une grosse erreur de penser ça. Non, ce tableau d'Hanau, c'est un véritable document historique. Si on devait résumer, on pourrait dire que c'est une sorte de capsule temporelle. Il nous raconte tout à la fois. L'identité forte de cette communauté, les pénitents, sa loyauté politique envers le roi, la manière très intelligente d'adapter un grand art pour des besoins très locaux. Et enfin, sa propre histoire de survivant,
sa capacité à résister aux outrages du temps. Finalement, ce tableau d'anneaux, c'est exactement ça. Un message dans une bouteille, envoyé il y a 400 ans par toute une communauté. Et ça pousse à se poser une question, non? Combien d'œuvres d'art comme ça autour de nous, dans des petites églises, des musées de province ou même sur les façades des bâtiments? Combien ces œuvres contiennent des messages cachés qui attendent juste qu'on prenne 2 minutes pour les regarder? Vraiment les regarder.